Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69. Bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann, bienvenue tout le monde. Alors Yann, en fait, la dernière fois, on avait parlé de la différence et des peurs. Et puis moi, en fait, si on parle typiquement de la Suisse, pays dans lequel on vit, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui vont consulter des psychologues ou des psychiatres. Et puis moi, je me posais la question, et d'ailleurs j'en ai parlé avec certains, de comment, en fait, les thérapeutes, donc les psychologues et psychiatres, expliquent la peur et les différences. Bon, il y a la théorie de l'inconnu. On est bien d'accord que les êtres humains, ils ont une tendance naturelle à ressentir de l'anxiété face à l'inconnu. Ça, on le sait, on en a parlé au préalable. Et puis, voilà, ce biais, il est connu sous le nom de néophobie. Maintenant, elle peut amener les gens à éviter ou à se méfier de ce qui leur semble étranger. Et ma première question auquel j'aimerais qu'on discute, c'est un peu le conditionnement social. En gros, si tu veux, la peur, c'est des différences qui peuvent être apprises au fil du temps par l'observation des attitudes des parents, des éducateurs ou des pères. Et puis moi, je me pose la question si ces figures modèles des comportements de rejet ou de méfiance, ils sont souvent reproduits ? Très bonne question. Il y a en effet, je pense, des risques que ça soit reproduit. Je ne pense pas que ce soit systématique. C'est pour moi un schéma que j'ai simplifié, je pense un peu à ma manière. Pour moi, on a les 3 tiers. On a un tiers de ce qui on est aujourd'hui, qui est dû à notre génétique ou à nos vies passées, ou peu importe ce qu'on a à la naissance, ça dépend un petit peu à quoi on croit. Je veux dire, c'est le capital, ce qu'on nous a donné à la naissance. Ensuite, on a pour moi un autre tiers qui est notre environnement, qui nous façonne, qui nous influence fortement, surtout quand on est jeune, même à l'âge adulte. Et puis, on a un tiers, je pense, de libre choix, de décision, de libre arbitre, exactement. Et je pense que si on n'a pas les mêmes prédispositions, je pense, par rapport à la peur, à la notion de peur. Par contre, si un de ces 3 tiers vient fortement influencer, nous conditionner, parce que nos parents, parce que le système éducatif, et je dis pas le système éducatif en général, ça peut être aussi simplement la classe dans laquelle on a été à tel moment dans sa vie, je pense que ça peut clairement nous influencer fortement. Et je pense que même un de ces tiers peut reprendre le dessus sur un autre à un moment de la vie, selon à quelle situation on se trouve. Donc clairement, je pense que ça influence fortement comment on gère la différence. Comment on l'aperçoit. Puis si on parlait un peu de la théorie de la catégorisation sociale, typiquement, les humains, ils se divisent naturellement en groupes les uns contre les autres, en fait. Si tu veux, nous contre eux. Est-ce que cette catégorisation peut amener à percevoir les membres d'autres groupes comme différents, parfois même de manière menaçante ? Je pense que la question des communautés, elle a toujours existé. Les individus se sont regroupés, que ça peut être quelle ville hors de Chine n'a pas un quartier chinois, à part peut-être Lausanne ou la plupart des villes en Suisse. Mais c'est vrai qu'on retrouve souvent, j'ai dit chinois, mais ça peut être n'importe quel autre pays, on est d'accord. J'adore la Chine, c'est pas du tout par rapport à la Chine elle-même. Mais je pense qu'il y a un besoin de se regrouper, surtout quand on parle de choses ethniques, quand on touche ces points-là, pour se rassurer, pour être avec des semblables. Et avec ça, on a peut-être un sentiment qu'on est dans la même famille. Ouais, donc là, on parlerait plus du biais cognitif ou dans nos groupes, en fait, que les gens, inconsciemment, ils vont favoriser leur propre groupe. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Oui, absolument. Absolument, puisqu'après, on a plusieurs groupes qui se forment comme ça, et puis après, il y a énormément de groupes, et puis
Est-ce qu'on doit communiquer entre les groupes? Jusqu'à quel point? Est-ce que ça devient de la trahison à un moment donné? Là, je prends l'extrême, hein, mais ça peut être perçu des fois comme ça, selon les groupes qu'il y a. Si tu fais partie de ce groupe, bah, tu n'as pas à aller communiquer ou à parler ou à être ami avec un autre groupe. Ouais, donc on parle toujours d'une question d'ouverture, que si les amis, si finalement les individus n'ont pas des interactions avec d'autres personnes qui sont différentes, bah, ils peuvent développer certaines craintes ou des stéréotypes de manque de confiance, en raison peut-être de manque de familiarité. Et puis, pour toi, est-ce que certaines personnes peuvent percevoir les différences comme une menace pour leurs valeurs, leurs traditions, leur identité culturelle, ce qui pourrait en fait générer une réaction de peur ou de rejet? Mais absolument. C'est même le cas, hein? Absolument, oui, oui. Ou quand on parle, le sujet le plus classique, c'est le sujet de l'immigration qui fait peur. Hein. En effet, trop de différences va nous causer des problèmes. On en veut un petit peu, mais il faut qu'elles soient maîtrisées, régulées. Là, je prends ce cas de figure, mais on peut prendre n'importe quel autre cas. Ça peut aussi être dans un groupe de personnes je sais pas, un groupe de personnes qui se sont réunies, par exemple, parce qu'ils ont des différences invisibles, qui peut être de l'ordre cognitif, par exemple. Ça peut être qui se retrouvent, puis qui ont le même fonctionnement cérébral, et puis ils aiment bien se retrouver. Donc ces personnes-là pourraient voir une menace, comme une menace, d'autres personnes qui sont peut-être différents, qui s'approchent d'eux, mais qui sont pas totalement comme eux. Donc de manière générale, il y a un besoin de contrôle. Peu importe les groupes, et puis une minorité, c'est ça qui est fou aussi, je trouve, c'est qu'une minorité peut, dans un autre contexte, devenir une majorité, et puis exclure ou avoir peur d'une autre différence. Et puis peut-être la différence pour ces personnes qui sont dans une minorité, c'est peut-être la normalité. Enfin, je sais pas si... Oui. Si c'est plus ou moins clair ce que je... Si. Bon, de toute façon, d'un point de vue évolutif, se méfier de l'autre, ça pourrait être une sorte de mécanisme de survie pour éviter les dangers potentiels. Après, on pourrait parler aussi, comme on avait parlé, des traumas, le fait, d'avoir subi certaines agressions. Ça peut créer des généralisations anxiogènes, effectivement. Essaye juste de me dire ce que tu ressens par rapport à ça. Est-ce que ça peut être déclenché par des idées biaisées ou des perceptions erronées? Parce que finalement, les émotions, c'est quand même super important. La peur des émotions. Alors, la peur des émotions, ça, c'est encore intéressant. Mais qui domine, qui est primaire et qui domine souvent la logique. Oui. Parce qu'encore une fois de plus... L'émotion, c'est une réaction à un stimuli ou... il y a un stimuli quelque part qui va provoquer cette émotion, je pense. Après, il y a des émotions internes. Hein, juste le fait de réfléchir, je peux provoquer une émotion et puis me créer une peur moi-même tout seul mentalement. Donc, je pense qu'il y a quand même une grosse part de partie subjective dans tout ça. Et puis, donc, l'émotion, elle est centrale par rapport à tout ça. Parce que, déjà, est-ce que je comprends mon émotion face à une différence, donc face à une peur, hein. Ici on parle surtout de l'émotion de la peur, parce que parler de joie, quand on parle de différence, alors oui, j'ai des personnes que je rencontre qui sont enthousiastes quand ils voient quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et je pense que ça se cultive aussi. Donc, je pense que l'émotion, oui, elle est clairement centrale par rapport à ça. Mais c'est vrai que l'émotion de la peur, elle est souvent assimilée à la différence. C'est marrant parce que tu vois, en fait, les approches thérapeutiques, elles incluent vraiment l'exposition progressive à la diversité. En fait, pour réduire cette peur et la déconstruction, en fait, des stéréotypes via plein d'exercices cognitifs. Et évidemment aussi, il parle énormément de programmes éducatifs qui favorisent l'empathie et le dialogue interculturel, qui joue finalement un rôle clé parce que c'est un peu la base. D'accord. Ok. Je crois que vraiment, par rapport à ce que je voulais te demander, on a fait un peu le tour. Et puis, en fait, ce qui est peut-être important, c'est
Est-ce que cette peur, bien qu'elle soit profondément enracinée chez certains, elle n'est pas immuable? Je ne pense pas qu'elle soit immuable. Franchement, je ne pense pas, parce que j'ai eu des rencontres ces dernières années où des personnes étaient fermées par rapport à quelque chose, ou même en me voyant, elles se posaient la question, ok, c'est quoi, c'est bizarre ces trucs. Et puis, finalement, on était menés à être en contact pour diverses raisons professionnelles, où il y a des situations, c'était amicales, où les gens avaient vraiment un a priori face à moi. Et pourtant, voilà, oui, j'ai plusieurs différences visibles et aussi des différences invisibles, mais je me suis rendu compte que quand les gens commencent à comprendre, ils se remettent en cause. Ils disent, ah mais tiens, mais en fait, il y a quelque chose d'intéressant. Puis, je sais que parfois j'attise aussi la curiosité, et puis les gens ont envie de savoir, et puis des fois ça leur demande un peu d'effort pour venir vers moi. Là, je parle de moi parce que c'était mon expérience, mais je sais que d'autres personnes vivent ça de manière très similaire, à différents niveaux. Et je pense qu'on peut apprendre à faire avec la différence, à la comprendre, et puis aussi, j'ai envie de dire, à l'intégrer dans son quotidien, dans son processus mental, jusqu'au point où, au final, on n'y pense même plus. C'est simplement, on accepte que les choses ne sont pas forcément comme ou qui rentrent dans un cadre qu'on connaît d'habitude. Ouais, effectivement, quand je te disais que je pensais qu'on avait fait un peu le tour, c'était par rapport en fait, à ce que pourraient dire des psychologues ou des psychiatres avec lesquels j'ai pu parler. Maintenant, effectivement, il y a tous les autres, donc les conseils en fait des coachs. On pourrait parler aussi de sociologues, de neurosciences, d'anthropologie, de philosophie, parce qu'à chaque fois, ou de thérapie comportementale. Enfin, il y a énormément Puis il y a aussi des coachs qui parlent de développement personnel, comme Tony Robbins, de la vulnérabilité et le courage, de Brené Brown. Il y a aussi Simone Sinek qui parle du leadership et de la vision. Enfin, tout ça, ce sont des sujets qu'on pourrait aborder parce qu'il y a une panoplie en fait de références. Pour toi, en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui te parle plus une référence qui te parlerait plus qu'une autre, ou bien quel est en fait ton ressenti par rapport à ça? Est-ce que, par exemple, je te laisse parler. Parmi des références, tu as cité pas mal de noms par rapport à ça. J'ai pas une référence que j'ai envie de dire, c'est ça, ça couvre la totalité. Il y en a pas, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y en a une tonne, franchement, et ils sont toutes intéressantes. Et je pense qu'elles apportent tous des éléments de réponse ou des angles différents de réflexion. Donc je pense que c'est important de voir ce qui se fait. Moi, ma conclusion dans tout ça, c'est que j'en reviens à cultiver la différence, qui pour moi est vraiment cette chose-là de comprendre la différence et puis de la cultiver. Mais pourquoi cultiver? Parce que quand on plante une graine, il faut s'en occuper, il faut comprendre les conditions. Chaque plante ne grandit pas de la même façon. Et pour moi, c'est l'approche de vouloir déjà de prendre conscience qu'on a, je me permets de le dire, qu'on a peut-être des lacunes dans la compréhension de la différence, et de vouloir faire un pas. Et donc, je pense qu'il y a plein de choses à prendre, et finalement de faire, j'ai envie de dire, faire sa recette, voir ce qui fonctionne pour soi-même. Bien, moi, en ayant fait un peu, en ayant discuté avec plein de gens, en ayant un peu lu, ce que je dirais que, en synthèse, ce qui serait... c'est qu'en fait, c'est un encouragement finalement à un apprentissage actif, à une ouverture émotionnelle, une ouverture d'esprit, une approche réfléchie, pour justement transformer l'apport en opportunité de connexion. Et je pense que c'est ce qui est vraiment essentiel. Et puis, en fait, ça paraît très compliqué, mais on peut commencer par des actions simples comme la curiosité, l'écoute, l'exposition consciente à la diversité. Ça, c'est en fait dans plein on va dire, de lecture ou de conseils de coach, etc. C'est un peu la synthèse que j'en ai retenue. Moi, ce que je pourrais dire aussi là-dessus, ça rejoint ma conférence « Je suis moi, quoi qu'il en soit ».
Ah, je voulais en venir, justement, Ah, c'est d'accord, je te très bien. devance. Voilà, tu m'as devancé, mais c'est pas grave. Ouais. Non, ce que je voulais juste dire par rapport à ça, pour moi, c'est tu viens de le dire, hein, c'est de faire une force de sa différence. Et pour moi, c'est pas de sa différence, mais c'est de ses différences. C'est-à-dire du moment qu'on voit qu'on fait quelque chose pas comme quelqu'un d'autre, qu'on est différent, bah, c'est un potentiel pour moi. C'est marrant parce que tu vois, Tony Robbins, justement, frère tout, voilà, le développement personnel, il dit justement, qu'est-ce que je peux apprendre de cette différence? Vraiment. C'est adopter une approche qui serait basée sur la gratitude. Et là, ça, c'est important parce que je pense que, et la curiosité. Et c'est quelque chose qui manque parce qu'on a souvent tendance à se plaindre. Mais en fait, faut déjà voir tout ce qu'on a. Et puis, la curiosité, bon, pour moi, c'est une chose qui est innée. Après, peut-être pas pour tout le monde, mais de toujours aller essayer de comprendre et d'avoir diverses opinions, c'est important. Absolument. Après, bon, chacun fonctionne différemment, mais moi, si j'ai pas tous les éléments, ou on va dire suffisamment d'éléments, je peux pas comprendre l'équation et puis je peux pas arriver à une conclusion. Non. Et puis moi, généralement, franchement, maintenant, quand on me pose une question, puis je dis je sais pas, désolé. Ou quand je sais pas. Puis on va chercher l'information. Ça sert à rien de parler de choses qu'on ne connaît pas. On va dire que même sur les choses qu'on croit connaître, on connaît rien. Donc au final, il faut rester humble et puis s'entourer de personnes qui vont pouvoir cultiver avec nous ce champ de connaissances. Absolument, oui. Bien, je te remercie. Je sais pas, est-ce que tu voudrais parler encore d'autres choses? Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on a déjà abordé des points qui sont pas forcément évidents à tirer des conclusions, à répondre. En tout cas, moi, je trouve toujours très intéressant et je pense que plus on pourra enrichir nos connaissanmes, notre expérience avec des questions aussi, puis aussi avec peut-être des retours d'expérience de gens, je pense que c'est ça qui nous permet d'avancer petit à petit pour aller vers quelque chose de plus constructif, quelque chose de plus, on va dire, plus ouvert à la compréhension de la différence. Et attention, je ne dis pas à l'acceptation, parce que, encore, pour moi, on ne doit pas tout accepter, mais au moins déjà de comprendre et ensuite de choisir qu'est-ce qu'on en fait. Mm-hmm. Le désaccord est une opportunité à la créativité ou de la créativité, effectivement. Absolument. Ouais, créativité et résilience. Tiens, la résilience sera un de nos prochains podcasts. Je te remercie, Yann. Merci, Lina. Et bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt. Authenticité. Unicité. Engagement. Excellence. Énergie. Humanité. Discipline. Beauté. Transformation. Ouverture. Spiritualité. Durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69.